Bonjour à tous et bien merci d'être ici avec nous, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Au nom de AIM, l'Alliance pour améliorer la formation des sages-femmes, nous vous souhaitons un bienvenue au 6e webinaire de cette série. Il nous en reste encore un, où nous explorons le plan d'action en 7 étapes de l'OMS pour renforcer la qualité de la formation des sages-femmes. Et lors de la session d'aujourd'hui, nous allons étudier l'éducation des étudiants. Je m'appelle Felicity Copeland, je travaille au siège de l'UNFPA et je suis aujourd'hui avec ma collègue et amie Anna Af-Oglas, qui préside actuellement l'IME et est responsable de la formation des sages-femmes pour l'ADEL. Elle a beaucoup d'expérience en travaillant sur le terrain en Asie du Sud-Est et travaille actuellement sur des moyens très innovants d'améliorer l'apprentissage par simulation clinique pour les sages-femmes. Bienvenue Anna. Et nous sommes soutenus comme toujours par Bruna Bimbato, qui est incroyable, qui travaille pour l'ICM au Brésil, et par la merveilleuse Shisato Masuda du siège de l'UNFPA. Et nous remercions tout particulièrement nos interprètes qui travaillent dur au nom de nos collègues sages-femmes hispanophones, francophones et arabophones. Je vous appelle depuis le Japon. C'est le soir chez nous. J'espère que vous entendez les grillons à l'extérieur. Donc, pour résumer ce que nous avons fait lors de la dernière session, nous avons entendu parler du développement de la faculté. Soutenir les facultés, la capacité à enseigner. Et nous avons donné des liens pour l'Institut Burney, pour la médecine tropicale. L'association philippine pour la formation des sages-femmes nous a expliqué comment elle a adapté et a mis en œuvre son propre programme. Donc, c'est un excellent modèle de formation. Nous avons également entendu un éducateur zambien qui nous a fait part des moyens solides mis en œuvre pour garantir le programme, un programme qui respecte les normes nationales et internationales. C'est encore un processus cela implique un processus d'examen continu avec plusieurs parties prenantes et le maintien de relations de travail étroites entre les précepteurs cliniques et les facultés. Maintenant, je vais donner la parole à Anna qui va présenter l'étape 6 et qui va poser quelques questions de sondage avant de présenter notre premier orateur. Merci Anna. Merci, Félicité et bienvenue à vous tous pour ce 6e webinaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les étudiants. Donc, l'étape 6, former les étudiants. Nous souhaitons nous concentrer sur l'importance de fournir une formation en pratique sage-femme stimulante, pertinente et basée sur des preuves d'une manière qui soit accessible aux étudiants. Nous voulons que les éducateurs soient en mesure d'inspirer et de motiver les étudiants dans leur parcours d'apprentissage et cela signifie que les enseignants doivent être bien soutenus et bénéficier d'opportunités de développement professionnel suffisantes et avoir accès à des ressources pédagogiques innovantes. Et il est également très important de préparer les étudiants, la manière dont on les prépare à entrer dans les sites cliniques et nous allons nous pencher sur ce point aujourd'hui. Le cadre d'action de l'OMS conseille aux enseignants de repenser la façon dont ils enseignent la profession de sage-femme. Il faut s'assurer que les enseignants et les précepteurs cliniques collaborent avec un large éventail de parties prenantes et de prestataires de soins de santé afin qu'ils travaillent en équipe et qu'ils adoptent une approche multidisciplinaire de l'enseignement. Et ça, c'est très intéressant. Il est fondamental pour cela de modeler une philosophie de la profession de sage-femme respectueuse des droits, qui place les femmes au centre des soins et de s'assurer que l'attitude de nos étudiants et leur comportement reflètent cette philosophie. Donc commençons par examiner l'étape 6 en posant 3 questions de sondage pour comprendre qui vous êtes. Bruna, est-ce que vous pourriez lancer le sondage, pardon, s'il vous plaît? Donc vous voyez 3 questions apparaître. La première question, c'est une question oui ou non. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'éducation clinique dans des environnements simulés
Oui, non ou vous n'êtes pas certain. La deuxième question, c'est à votre avis, est-ce que vous avez reçu, une formation adéquate pour vous soutenir dans l'enseignement simulé? Vous pouvez uniquement choisir entre oui, non et je ne suis pas sûre. Et la troisième, c'est, à votre avis, dans votre rôle, qu'est-ce qui vous manque? Et ici, vous pouvez choisir, vous pouvez en fait, choisir entre 3 choix. Vous avez 3 choix, mais vous pouvez en choisir plusieurs. Donc le premier choix, c'est, des ressources, d'enseignement à jour. Le deuxième choix, c'est vous avez le soutien, suffisant de la part des enseignants et le troisième, c'est une communication efficace concernant l'avancée des étudiants entre les enseignants et les sites cliniques. Donc en tant qu'enseignant, il y a des situations difficiles dans beaucoup de pays et je suis très curieuse de voir, le résultat de ce sondage. Donc voyons voir. Est-ce qu'on a déjà des résultats qui apparaissent, Bruna? Voyons voir. Donc la première question, c'est oui, globalement la réponse, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes impliqué dans, l'enseignement clinique dans un environnement simulé? Je suis heureuse de voir que beaucoup d'entre vous travaillent là-dessus, mais 25 d'entre vous ne le font pas. Deuxième question, est-ce que vous avez, une formation adéquate pour soutenir, cet enseignement simulé? C'est un peu plus équilibré là. 45 disent oui et 40 disent non et 15 d'entre vous ne sont pas certains. Donc voyons si ceux qui ont dit non, hem, auront, obtiendront plus de soutien grâce à ce webinaire aujourd'hui. Et ensuite, il y a la troisième question. Avec ce dont vous avez besoin, concernant, les ressources d'enseignement à jour, comptent pour 70 et ensuite, soutien suffisant de la part des enseignants, 38 donc ça montre qu'il y a un manque et Felicity, à travers, ce webinaire aujourd'hui ainsi que les autres, essaieront de tenteront d'aider pardon les enseignants du mieux qu'elles pourront. Merci à tous ceux qui ont contribué, au sondage et je vous redonne la parole, Félicity. Merci Anna, vous avez absolument raison. C'est super que beaucoup de personnes aient de l'expérience clinique dans un environnement simulé et nous voulons vraiment, soutenir, les ressources, actuelles, outils, et stratégies, pour fournir une bonne expérience clinique et je sais que c'est très difficile, dans beaucoup de contextes. Donc, je vais présenter notre premier intervenant aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que nous avons la chance, que Barthélémy soit parmi nous. Il a, la casquette d'étudiant, mais il est également, infirmier et obstétricien, heu, à l'université de Zambie, Lusaka. Il fait partie du programme des, jeunes obstétriciens de l'ICM. Il a beaucoup d'expérience comme menteur clinique, dans l'obstétrique d'urgence et les soins aux nouveau-nés, ainsi qu'en tant qu'instructeur clinique auprès d'infirmières. Et il est actuellement en train de passer son diplôme de sage-femme en licence de, sciences sage-femme à l'université de Zambie. Et donc aujourd'hui, il parle avec sa casquette d'étudiant, heu et je lui souhaite vraiment, une bienvenue chaleureuse. Merci beaucoup Felicity. Bonjour à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, lors de cet appel. Est-ce que l'on pourrait, commencer par vous demander de nous dire, ce qui vous a motivé à redevenir étudiant, à recommencer les études pour, mettre à jour votre diplôme? Merci beaucoup Felicity pour cette, super question. Heu, donc en me basant sur la présentation précédentes des séries, moi j'ai entendu plusieurs fois que, le développement professionnel continu est nécessaire et devrait devenir une politique même pour les, sages-femmes. Il faudrait qu'elles se mettent à jour constamment. Donc pour moi, c'était plutôt une histoire comme vous l'avez mentionné, je suis instructeur, clinique
Donc j'ai été, impliquée dans la formation des étudiants infirmiers et c'est pour cela que je me suis rendu compte qu'il y avait un écart entre, la fourniture de compétences. On m on me demandait souvent comment faire pour, combler cet écart et on a appris, à l'école comment gérer cela. Mais en tant qu'instructeur, je me suis sentie inadéquat. Je n'avais pas l'impression de pouvoir enseigner correctement aux étudiants. Donc j'ai, senti qu'il fallait que je me mette à jour et j'ai vu qu'il y avait une formation, sage-femme, donc j'ai commencé à aller à l'université, hem et on demandait d'ailleurs aux étudiants qui voulaient, mettre à jour leurs compétences, donc c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça me donne les compétences nécessaires pour former les étudiants et également, fournir un meilleur soin aux mères qui en ont besoin. Et oui, c'est vraiment, fournir un soin basé sur les preuves. Donc ça doit être intéressant pour vous, Bart, heu, d'avoir, de l'expérience en tant que clinicien. Vous devez être confiant dans plein de compétences, mais ça doit vous faire bizarre de redevenir étudiant. Et ce que j'aimerais bien que vous expliquiez, c'est les difficultés que vous rencontrez, que les étudiants rencontrent, pour obtenir des expériences cliniques de bonne qualité. Est-ce que je suis claire? Il y a un commentaire qui dit qu'il n'y a pas de son. J'espère que c'est clair. Oui, je pense que tout va bien et s'il y a des problèmes, vous pouvez les, écrire, dans la fenêtre de discussion. Donc, concernant les difficultés, il y a 2 groupes d'étudiants. Les étudiants en service qui, viennent du travail et qui se, forment et il y a également les étudiants qui, viennent, directement du lycée ou de l'école secondaire et qui souhaitent devenir des sages-femmes. Donc, les difficultés peuvent être différentes pour ces 2 groupes. Par exemple, nous avons des difficultés semblables comme le manque d'équipement, lorsqu'il s'agit de la formation, parce que parfois on veut, démontrer des procédures dans le laboratoire, avant de se rendre dans la pratique clinique, mais on n'a pas le bon équipement pour faciliter, ce processus et également, concernant le respect, les étudiants critiquent la zone, de l'espace clinique parce que, chaque, sage-femme qualifiée qui doit superviser les étudiants, hem, bah, c'est difficile d'avoir une équipe, heu, il faut qu'il heu, il faut que l'institution facilite l'enseignement aux étudiants, de manière à ce que lorsqu'ils vont à la clinique moi j'ai bien aimé la présentation, qui disait que les, les étudiants doivent se familiariser aux précepteurs, dans les classes et ensuite lorsqu'ils se rendent au laboratoire, ils ont déjà une relation. Ça peut être difficile dans certaines, installations parce que peut-être que cette équipe ne sera pas là, donc le manque de précepteurs formés et d'instructeurs cliniques est également l'une des difficultés, hem, qui apparaissent et concernant, les parcours, les programmes, c'était bien, d'entendre parler du processus de développement des parcours. Donc le fait d'avoir des retours des étudiants, c'est essentiel pour, développer les programmes, donc en se basant sur les preuves et c'est, vraiment, fait dans le respect des soins maternels et ça nous permet d'avoir les bonnes compétences mises en place. Donc le programme doit être, à jour, et on doit être, en mesure d'apprendre les tendances actuelles de ce que se fait sur le terrain. Et concernant la formation des sages-femmes, il faut vraiment avoir à l'esprit, hem, être prêt à travailler. Il faut que les sages-femmes soient directement intégrées après les formations. Donc ce serait bien, d'avoir une plateforme pour, tirer profit de ces compétences et peut-être développer sa propre pratique et aider les gens. Il faudra peut-être se concentrer là-dessus. D'autres difficultés, certaines écoles manquent de technologie.
Il y a des écoles hem, qui utilisent la technologie, mais dans certaines écoles, ce n'est pas le cas. Je pense que, on peut faire des PowerPoint, mais je suis sûre qu'il y a des manières innovantes, pour former les étudiants dans le monde qui ne sont pas appliquées. Donc voilà, ça c'est les difficultés que je peux souligner, concernant la formation. Merci Bart, il y avait beaucoup de points très intéressants ici et je vois des super messages dans la fenêtre de discussion. Juste pour vous rappeler, n'hésitez pas à contribuer et nous aimerions bien que vous, partagiez vos difficultés, heu, mais également ce qui, facilite l'apprentissage des étudiants. J'aime bien ce commentaire, de Jyoti, sur Jyoti, quand elle a parlé des précepteurs, et de la relation avec les étudiants. Et vous vous souveniez qu'il y a que, 170, sages-femmes aux Philippines. Je voulais, que vous creusiez un peu l'attitude, sur l'attitude envers les étudiants, parce que souvent les étudiants se sentent impuissants, ont l'impression de ne pas être vus et il y a une histoire que j'aimerais bien que vous partagiez concernant certains étudiants qui, ont été inspirés pour faire de grandes choses. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, merci, félicité. Donc je suis convaincue que même les étudiants qui viennent d'écoles secondaires, ils ne sont pas, heu, ne sont pas débutants lorsqu'il s'agit d'apprentissage et donc il faut, les écouter comme des parties prenantes dans le processus de, formation. Je pense que ça, c'est très important. Donc le type de soins et d'attention qui est donné aux étudiants dans la formation a un impact et peut se refléter sur le soin, apporté aux mères, par la suite. Donc, un jour, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé cette publication concernant un groupe d'étudiants qui ont, formé un club de football et ce qui a émergé de cette publication, c'est qu'un groupe d'étudiants a, vu le besoin, la nécessité de créer quelque chose de nouveau et cette innovation a été soutenue par, hem, des étudiants les des pardon, des enseignants. Ils ont été, soutenus, appuyés et grâce à cette expérience, ils ont, fait évoluer ce club en ce qu'il est aujourd'hui mais en tant que sage-femme, nous savons qu'il y a une assemblée générale il y a eu l'assemblée générale des Nations unies et la reconnaissance, des acteurs du changement et l'une de nos sages-femmes a été reconnue, une sage-femme du Cameroun pour l'effort, d'améliorer, la formation des étudiants. Elle a écrit des, livres sur le leadership, le soutien des, étudiants dans le processus de formation et elle a demandé au comité de, faire émerger les changements. Donc si quelqu'un était là pour écouter ses étudiants et bien, ce soutien reçu, ce mentorat, hem a un impact sur la situation actuelle. Donc l'environnement de soutien, heu, l'écoute, des enseignants, heu, peut être amélioré et ça peut vraiment avoir un impact. J'adore, le fait d'avoir cette, écoute attentive parce que ça c'est très important. Vous êtes les personnes qui peuvent écouter les étudiants. Donc si on peut motiver et inspirer nos étudiants pour qu'ils, créent des associations de sages-femmes et qu'ils inspirent les autres également. Mais on a encore un peu de temps pour, plus de questions. Je sais qu'elle est il y en a dans la discussion qui m'ont plu. Dans les Philippines, est-ce qu'il y a des difficultés dans des pays tels que les, Philippines, d'être un homme sage-femme, est-ce que c'est difficile lorsque la culture n'accepte pas les hommes obstétriciens afin qu'ils, fournissent les soins? Est-ce que vous pourriez parler un peu là-dessus, Bart? Oui, c'est vraiment le cas. C'était fascinant d'être, un obstétricien, parmi toutes ces, sages-femmes.
femmes à Bali et surtout en Indonésie, il y avait beaucoup de sages-femmes qui voulaient, avoir une photo, avec moi. Donc c'était surprenant d'entendre, que dans d'autres pays, du monde, il n'y a pas d'obstétricien, homme. Je pense que si un pays, pense que c'est nécessaire d'avoir un homme obstétricien, on peut suivre les étapes de changement qui parlent, de la création, d'une discussion, l'implication des parties prenantes pour pouvoir créer cette vision pour ce pays. Parce que même pour nous, hem, les chiffres sont très réduits, on n'était que 2 quand j'étudiais dans la classe sur, 19 et il y avait 19 femmes, pardon, mais donc il n'y a pas beaucoup d'hommes par rapport, aux femmes, ça c'est sûr. Donc le nombre d'hommes dans la profession, heu, on a perdu Bart, momentanément. Alors, le nombre d'hommes est trop réduit, mais il faut faire en sorte que le pays obtienne ce qu'il veut. Hem, dans certains pays, on préfère les hommes sages-femmes, donc il faut que les hommes soient formés et ça doit pas être vu comme quelque chose de ne pas bien parce que, hem, il y a de bons obstétriciens hommes, mais c'est difficile parfois, d'être accepté. Mais il faut accepter qu'il y ait des hommes obstétriciens, mais c'est en train de changer, il y a plusieurs personnes qui l'acceptent, de plus en plus de personnes qui l'acceptent, mais dans les contextes traditionnels, les croyances traditionnelles, ça c'est difficile d'accepter les hommes dans la communauté des sages-femmes. Mais, il y a déjà eu un peu de changement. On a parlé avec les sages-femmes en Indonésie en disant, «Si vous avez besoin d'hommes, nous pouvons venir heu et redéfinir un peu, le contexte le cadre dans votre pays. C'est super, je suis sûre que vous êtes très appréciés, lorsque vous prenez soin, des femmes. Encore une question pour terminer et Chisato, je vais vous demander d'intervenir, pardon, de copier le lien dans la fin de la discussion des livres de Barthes, qui est très inspirant. Il a écrit des livres. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît, Bart? Oui, bien sûr, félicité. Donc concernant les livres, j'ai mentionné que le fait j'étais instructeur clinique, je suis instructeur clinique depuis, une vingtaine d'années maintenant et j'ai participé à beaucoup de développement de ressources, en matière de formation des étudiants. Donc, hem, ah, l'une de mes mentors, d'ailleurs, est ici dans cet appel, elle est, en Australie maintenant et elle me disait qu'il faut inspirer, il faut aspirer à inspirer avant d'expirer. Et quelle est la différence que je peux faire, de là où je me trouve maintenant? Donc en tant qu'instructeur, j'ai eu l'impression que ce n'était pas automatique pour les étudiants de savoir ce que nous savons, après la pratique. Donc le premier livre, c'est sur les expériences cliniques pour partager des conseils rapides pour les, étudiants qui se lancent dans la profession, qui sont les attentes, ce qu'ils doivent rechercher. C'est un peu comme un guide. Il faut avoir les ressources à portée de main, il faut prendre soin des patients, il faut faire plusieurs choses et concernant le livre sur la pratique de sage-femme, souvent, on utilise les ressources disponibles et on n'a pas beaucoup d'auteurs nationaux. Hem, donc après, être devenu un leader, des sages-femmes jeunes, pour l'ICM, j'ai parlé du processus, j'ai proposé mon manuscrit et on me disait qu'on n'avait pas beaucoup de, de matériel. Donc, on m'a demandé d'écrire par rapport à mon expérience, d'écrire sur mon expérience. Donc j'ai, écrit ce livre pour souligner que, hem, lorsque on est formé en tant que sage-femme, on a tellement d'opportunités de, pratiquer, de s'engager. On peut devenir écrivain, enseignant, sage-femme de communauté, faire du travail administratif également. Donc
écrit ce livre qui souligne les opportunités qui existent dans la pratique de sage-femme et souligne également les aspects de ma profession en général en tant que sage-femme. Et c'est, ouvert à toute critique, examen. Je suis vraiment heureux s'il y a des contributions. Donc on peut voir cette ressource, comme une ressource de contribution. Heu, Au niveau local également, ce serait bien d'avoir, une référence matérielle, locale. C'est super, merci pour ces ressources. Imaginez, être étudiant et avoir ce guide avant de commencer. Hem, je pense que c'est vraiment extrêmement utile. Chisato va partager cela et j'adore cette, citation: «Il faut aspirer à inspirer avant d'expirer». Je trouve que c'est génial. On a encore 1 minute, je voudrais que vous terminiez parce que vous êtes tellement inspirant et positif, et je voudrais vraiment apprécier j'apprécie vraiment si vous partagez, dans la fin de discussion ce que vous en pensez, vous les participants. Qu'est-ce que vous adorez, de votre travail avec les étudiants? Je sais que vous êtes étudiant, mais vous enseignez aussi, donc qu'est-ce que vous aimez bien dans votre travail avec les, étudiants? Et aux participants également, n'hésitez pas à partager ce qui vous plaît dans le travail avec les étudiants. Merci beaucoup. Félicité. Est-ce que je suis claire maintenant? Oui. Ce que j'aime bien, dans le travail avec les étudiants, c'est tellement, épanouissant de fournir des compétences et des connaissances. Quand on a travaillé depuis quelque temps dans, la profession, on a l'impression que c'est on prend ça pour acquis, mais les étudiants ne savent pas, comment, ils ne savent pas qu'il faut contrôler le pouls, les battements par minute. Donc il faut vraiment, entraîner les étudiants et cela nous donnera de la satisfaction parce qu'on aura l'impression de contribuer, à la matière en général. Donc moi, ce que j'ai vu dans la profession, dans l'éducation professionnelle, où nous apprenons avec beaucoup de parties prenantes, avec les infirmiers, avec les docteurs, ça vous donne de la confiance en vous-même. Moi, je prends du plaisir quand je suis avec les étudiants, ils veulent voir ce que l'on fait, comment on s'y prend, comment est-ce que vous, utilisez le partographe. Cela vous donne la confiance en si vous savez ces choses-là, vous pouvez les enseigner aux autres. Hem et donc j'espère qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de la pratique du sage-femme, qu'on pourra renforcer ces opportunités d'apprentissage et de formation. Par exemple, si vous, heu, donnez à une sage-femme qui est précepteur la, possibilité de former les étudiants, ça booste leur confiance en elles parce elles doivent se développer pour pouvoir enseigner. Donc ça, c'est, hem, l'un des aspects les plus importants lorsqu'il s'agit de l'enseignement. Et ensuite, on vous appelle et on vous dit: «Vous étiez dur avec moi quand j'étais étudiant parce que vous vouliez le meilleur pour moi et maintenant je peux témoigner que la connaissance que vous m'avez apportée m'a vraiment aidée. Je suis une meilleure sage-femme grâce à ce que vous avez fait». Je pense qu'il n'y a pas de meilleur sentiment que cela. Excusez-moi, j'arrivais plus à activer mon micro. C'était magnifique, Bart. Il y a tellement de choses que je voudrais dire. Il y a beaucoup de matériel sur la fenêtre, dans la fenêtre de discussion. Hem il y a beaucoup de gens qui parlent d'encourager l'introduction d'hommes, sages-femmes. Mais je pense que c'est super que vous ayez donné des exemples, hem, concrets comme ça. Je pense qu'il y a des étudiants qui se disent: «Bon, il faut que j'acquière les compétences, et ensuite, je vais pouvoir travailler». Mais en fait, ce n'est pas ça. En tant qu'étudiant, il faut voir qu'il y a plusieurs voies disponibles et cela les encourage à, vraiment se lancer professionnellement et c'est super d'avoir ça en tant qu'étudiant. Merci beaucoup, c'était tellement inspirant ce que vous avez dit. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. On reviendra vers vous à la fin. Donc, Chisato, est-ce que vous pourriez partager le livre? Vous l'avez peut-être déjà fait, oui. Merci, j'ai dû rater. Merci Bart et je vais passer la parole à Anna maintenant. On reviendra vers vous à la fin. Merci beaucoup Bart.
Merci beaucoup Félicité. Quand je vous écoute Bart, je repense à, mon époque, en tant étudiante et je n'oublierai jamais, les enseignants, ou les précepteurs cliniques qui m'ont vraiment fait rentrer dans cette philosophie des soins des sages-femmes et ils étaient tellement importants pour moi, je m'en souviens vraiment clairement. Donc c'est pas juste vous, mais vraiment toutes les personnes du webinaire qui travaillent, sur le terrain en tant que précepteur, vous avez un rôle extrêmement important pour les sages-femmes. Vous formez leur avenir. Donc merci pour tout ce partage et je boirai une tasse de thé avec vous, Félicité, pour vous demander, comment c'était quand vous étiez étudiante, à l'époque? Moi, je me souviens que je pleurais, hem je voulais juste dire, aux enseignants, il faut être gentil avec les étudiants parce que parfois ça peut être une expérience, traumatisante, hein, lorsqu'on est étudiant en pratique de sage-femme. Je me souviens de ça. Merci Félicité. Donc maintenant, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à mon amie, et collègue, Asmita, qui travaille à Ladle Global Health. Elle est, une, responsable d'éducation et de mise en œuvre. Elle a beaucoup d'expérience sur la mise en œuvre d'éducation basée sur la simulation dans le monde entier. Elle vient du Népal et elle a beaucoup travaillé, hem, avec les gouvernements et les partenaires pour renforcer, la formation des sages-femmes dans le pays et je vois que nous avons beaucoup de participants qui viennent du Népal ici, donc félicitations déjà, au nom de nous tous, pour ce que vous faites au Népal. Je vais avoir 3 questions pour, vous. Asmita, est-ce que vous êtes avec moi? Donc j'ai 3 questions pour vous. La première question, c'est votre expérience incroyable de l'Asie du en Asie du Sud-Est, dans le travail que vous avez fait pendant de nombreuses années, maintenant plus de 5 ans. Vous reconnaissez que ça prend du temps. L'une des difficultés que vous voyez dans l'éducation des sages-femmes, aujourd'hui, quelle est cette difficulté principale? Merci beaucoup Anna et bonjour à tous les participants du webinaire aujourd'hui. Comme Anna l'a dit, c'est super de voir des noms, familiers et vraiment bonjour, et bienvenue à vous tous. Donc l'une des difficultés principales, c'est la mise en œuvre d'une éducation basée sur les compétences. Parce qu'on s'est concentré sur l'acquisition des connaissances et il y a moins de temps pour, des expériences, pratiques sur le terrain. Et cela est lié au programme, lui-même parce qu'il se concentre sur l'aspect théorique pardon, principalement. Il n'y a pas assez de temps pour, la pratique clinique qui est vraiment nécessaire afin que les, étudiants acquièrent les compétences. Donc, hem, les pratiques, cliniques ne sont pas, complètement prêtes, hem, en ce concernant le développement des comportements et des compétences. Il faut, tout d'abord encourager les étudiants à réfléchir et à développer, leurs compétences en matière de prise de décision et pensée critique et deuxièmement, il faut pratiquer en équipe sur la base de simulations, non seulement entre les étudiants sages-femmes, mais aussi entre les différentes professions. Donc la formation en équipe interprofessionnelle est limitée. C'était, heu, bien d'entendre ce que Bart a partagé par rapport à son expérience sur le travail avec ses collègues, médecins également. Cependant, la plupart des difficultés sont, heu, interconnectées, heu, au webinaire précédent dont nous avons déjà parlé et problématiques dont nous avons déjà parlé et la capacité, à mettre en œuvre des pratiques basées sur les preuves. Donc, heu, il nous faut vraiment, il y a toujours cette difficulté, pardon, de ratio, de rapport entre le corps enseignant et les étudiants. Donc je pense qu'il faut vraiment hem, repenser le cadre d'études. On encourage les enseignants à repenser la manière d'enseigner la profession de sage-femme et se concentrer sur les différents domaines
Donc heu, la prise de décision, les, pratiques concrètes pour développer des former des sages-femmes compétentes et qui aient confiance en elles. Donc je pense que ça, c'est l'une des difficultés principales. Merci beaucoup Anna. Je suis, d'accord. Lorsque l'on parle du cercle d'apprentissage que vous voyez à l'écran, on voit que l'éducation basée sur les compétences est l'avenir, heu, pour, éduquer, des sages-femmes compétentes. Ça a vraiment du sens. Tout est interconnecté, de tellement de manières. Si l'un de ces blocs, manque, on ne va pas pouvoir avoir, on va pas pouvoir développer cette sage-femme compétente à la fin du programme et donc ce serait un échec. Donc merci d'avoir partagé cela. J'aime bien aussi le verbe «repenser» et je pense que ça ouvre vraiment des portes pour l'avenir. C'est quelque chose, dont nous devrions parler davantage. Donc maintenant parlons des, opportunités, en vous basant sur, votre pays, votre expérience et d'autres pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres quelles sont les opportunités de repenser, pas uniquement pour nos étudiants, mais, pour les enseignants également? Merci Anna. Je pense que l'un des aspects les plus importants est de garder l'étudiant, au centre et créer un environnement sûr et favorable d'apprentissage pour lui. Ça, c'est la flexibilité pour l'étudiant, d'obtenir ses compétences et l'apprentissage par les pairs est l'une des stratégies d'apprentissage que nous avons mises en œuvre, où les enseignants fournissent des directives, des listes de contrôle aux étudiants, mais ceux-ci peuvent exercer avec leurs pairs sur la base de cette directive pour l'acquisition de ces compétences. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, ça permet d'apprendre à leur propre, rythme parce que tout le monde apprend à des rythmes différents et deuxièmement, ça fournit aux étudiants des opportunités d'apprentissage, de compétences et de comportements à faible dose et à haute fréquence et lors de ce processus, si on leur fournit des données et des retours, ça les guide et ça leur permet de contrôler leur avancée, leur progrès, au fur et à mesure. Donc cela autonomise les étudiants, mais ça permet également aux enseignants de, passer moins de temps, moins passer de temps à renforcer les compétences des étudiants. Je pense que l'autre aspect, c'est, la formation basée sur la simulation parce que on se, concentre sur l'apprentissage par expérience et fournir les étudiants heu, les opportunités de réfléchir, hem, sans jugement, pour, leur permettre de réfléchir à tout cela et ces sessions de simulation peuvent être faites, dans des, contextes de laboratoire, mais également in situ dans un environnement clinique. Avec des ressources limitées, souvent lorsque l'on parle de simulation, on pense qu'il s'agit de technologie, mais en fait, c'est pas vraiment la technologie, c'est la technique qui permet, une réflexion pour les étudiants, hem et apprendre à travers ces réflexions. Je pense que cette stratégie d'éducation, si on arrive à former nos enseignants, sur ces méthodologies, ça va renforcer et soutenir, l'apprentissage de compétences par les étudiants. Et on a parlé de la formation d'équipes interprofessionnelles dans un environnement de simulation. Donc non seulement on renforce, les compétences techniques, mais également les compétences non techniques comme les changements de comportement, le leadership, communication qui est crucial pour, la formation de sage-femme. Merci Asmita, j'aime vraiment ce que vous venez de dire. En ayant beaucoup travaillé avec, l'éducation des sages-femmes, la profession, la sage-femme est une profession autonome où il faut prendre beaucoup de décisions
lorsqu'on travaille en tant que sage-femme et ça doit être impliqué dans la partie de formation d'éducation. Donc toute la réflexion de ce que vous faites, la prise de décision qui soit fortement connectée, au à la formation, interdisciplinaire. Je vois qu'il y a des, membres du Bangladesh qui ont travaillé donc sur, au tout début de l'éducation, de laisser les étudiants, hem, essayer de faire des simulations ensemble ou des leçons ensemble afin de se connecter les uns entre les autres et de travailler ensemble. Donc il y a beaucoup d'idées qui pourraient aider, dans la, prise de décision, la collaboration professionnelle pour les femmes lorsqu'elles travaillent, dans les cliniques. Donc c'est vraiment super d'entendre, cela, Asmita. Et enfin, est-ce que vous pourriez, partager des exemples, hem, concernant les méthodologies dont vous avez parlé et comment vous les avez mises en œuvre au Népal? Merci. Merci Anna. Donc au Népal, pardon, nous sommes concentrés davantage sur, la faculté, hem, l'enseignement et la formation du cercle, comme vous l'avez vu, au tout début. Donc on se concentrait sur, les compétences, la prise de décision, la formation sur des, éducations donc basées sur la simulation. Je vois qu'il y a quelques collègues ici, que Dr Carrot, le fondateur de la Société du Népal pour la, pratique des sages-femmes, nous avons pu renforcer leurs forces et leurs capacités afin qu'elles puissent commencer à mettre en œuvre, cela auprès de leurs étudiants. Ça, c'est une image, 2 images, d'étudiants, de pratique sage-femme, lors d'un cours, hem, à Katmandou. Et donc, il y a une pratique de compétences dans un environnement de simulation et les images que vous voyez, c'est, un centre, aussi où vous voyez, l'application, la mise en œuvre des compétences dans un environnement clinique. Ça les forme, et elles peuvent transférer leurs connaissances dans l'environnement clinique. Et c'est ce que nous avons fait, pour nos enseignants et nos étudiants au Népal. Et j'aimerais partager, l'une des citations de la faculté des enseignants à Nantes, où elle dit qu'après, avoir, fait cette formation, en simulation, j'ai appris, que ce n'est pas moi qui enseigne à mes étudiants, mais c'est, créer un environnement propice qui réponde à leurs besoins et si cela est fait, ils apprendront automatiquement mieux. J'aime vraiment bien cette citation et je voulais la partager avec vous ici. Oui, c'est super Asmita, je suis complètement, je vois la beauté de cette citation. Merci beaucoup de l'avoir partagée avec nous, heu et c'est super, le travail que vous avez fait. Donc c'est vraiment super. Je vois beaucoup, beaucoup de commentaires intéressants ici. Felicity, comment ça se passe, en termes de temps? Nous avons encore 10 minutes, c'est très stimulant de voir tout cela. C'est très intéressant de voir cela. Vous avez vu qu'on a parlé de l'intercollaboration, comment nous devons inclure les, infirmiers et les docteurs étudiants, hem parce que surtout les docteurs étudiants, parce que comme vous avez vu, il y a la philosophie, d'un côté il y a les modèles, sages-femmes et ensuite il y a la réalité, donc souvent ce n'est pas connecté. Si on peut incorporer nos formations, heu, pour la pratique de sage-femme avec, les formations médicales, ça pourrait permettre de développer les compétences parce qu'on a besoin les uns des autres entre docteurs et sages-femmes. Donc je suis ouverte vraiment, dans l'appel, les sages-femmes qui sont là, est-ce que vous pouvez partager, comment vous utilisez vous recourez à cette intercollaboration? Est-ce qu'il y a, quelque chose d'interprofessionnel qui se fait dans vos pays?
Vous avez eu beaucoup d'expériences cliniques, les simulations, cliniques dans votre faculté parce que à partir du sondage que nous avons fait au début, il y a un manque de ressources dans beaucoup de facultés afin que les éducateurs, puissent enseigner correctement, ces compétences, cliniques. Chisato, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque, qui doit être, amélioré ou Bart aussi? Vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Allez-y, Bart. Donc moi, je voulais dire que je lisais les commentaires et j'ai vu ça c'était intéressant de voir que certains des problèmes sont, universels, en fait. Le Le manque de supervision parce que, il faut aussi agir en tant que précepteur superviseur et cela limite le temps accordé aux, étudiants pour la supervision et concernant le développement professionnel, il y a des programmes, pour exemple, dans mon université qui associent, heu, plusieurs activités qui sont faites par les étudiants, donc heu des, approches basées sur les communautés, tout le monde est impliqué, tout le monde est invité et on part c'est on c'est quelque chose qu'on partage dans l'hôpital, donc ça part de l'école et c'est facile d'adapter quand on une fois qu'on est diplômé ensuite. Au Bangladesh, il y a, un excellent travail, de formation, interprofessionnelle entre les infirmiers, les sages-femmes et les docteurs. Donc, je voulais faire référence, à l'UNFPA au Bangladesh, pour le travail qu'ils font là-bas en termes de formation interprofessionnelle, mais je voulais également remettre, quelque chose en question parce qu'il y a beaucoup de discussions, autour de, cette formation interprofessionnelle au niveau mondial, mais je souhaiterais, voir beaucoup plus, se développer. On pourrait vraiment bénéficier davantage si on le faisait au niveau de chaque pays. Donc je demande à chacun d'étudier cela et de voir comment, en tant qu'école ou, en tant que clinique, individuellement, vous pourriez encourager, cette formation, interprofessionnelle. Il y a d'excellents exemples que nous pouvons partager, mais vous pouvez utiliser votre propre imagination et des cas réels où les docteurs et les sages-femmes sont amenés à travailler ensemble. Parce qu'au final, heu, lorsque, on arrive à gérer certains cas, on les gère ensemble et il faut le faire de manière respectueuse, de manière compétente. Donc je demande vraiment à tout le monde de penser un petit peu à ça. À vous la parole, Felicity. Oui, je vais lancer ce défi aussi parce que, Randy a vraiment, dit quelque chose d'intéressant ici. Les Il y a un écart, hem, dans les soins cliniques, les personnes, n'arrivent pas à choisir leur compagnon. Il n'y a pas de peau à peau, on est toujours sur le dos. Ça, ce sont vraiment des éléments de base, des principes de base de la pratique des sages-femmes. Heu, Quels sont les écarts? Quels sont les manquements? Comment est-ce qu'on arrive à faire passer ces messages de base? Il faut permettre aux femmes d'avoir un compagnon de leur choix, lors de l'accouchement et ça me fait peur, parce que je vois que dans beaucoup de pays ou institutions, on ne permet pas, on n'autorise pas cela. Donc ça, c'est ce sur quoi je vous invite à réfléchir. Oui, juste pour contribuer à cela, à la difficulté, c'est le leadership également. Les superviseurs, les leaders d'unité, hem, qui, qui vous crient dessus si vous ne faites pas du pot à pot, si vous ne pratiquez pas, des, pratiques respectueuses. Qu'est-ce que vous demandez, en fait? Quel est le problème? Heu si on laisse le bébé avec sa mère après l'accouchement, il y a beaucoup de superviseurs, donc qu'est-ce qu'on demande? Pourquoi est-ce qu'on critique cela? Il faut laisser la mère et l'enfant, se connecter après, l'accouchement. Donc si on est un leader qui est sensibilisé, à cela, à ces preuves,
Ils vont pouvoir, forcer cela, auprès du personnel et encourager les, étudiants à faire ce qui est juste. Je pense que ça, c'est très important. Oui, ça ça parle des 7 étapes, hein. Le leadership, c'était notre première session, avec Pandora. Il s'agit du leadership, de la défense, l'activisme, le renforcement des capacités. Vraiment les 7 étapes sont très importantes. Je pense qu'on a du temps pour, encore un commentaire. Asmita ou Bart, est-ce que vous voulez partager vos derniers conseils sur, comment rendre, cette, expérience clinique la meilleure possible pour les étudiants? Juste une minute si vous pouvez. Oui, je pense que, comme je l'ai mentionné, tout à l'heure, il faut se concentrer sur les étudiants et leur expérience d'apprentissage. Nous sommes nous avons été des étudiants, mais nous n'analysons pas ce qu'ils ont appris. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Moi, c'est ce que je me demande souvent. Comme vous l'avez dit, tout à l'heure, oui, la partie de l'enseignement est importante, mais le parcours d'apprentissage global en soi est important. Donc si ils peuvent se, concentrer sur le parcours d'apprentissage de l'étudiant, lorsqu'ils se rendront dans la pratique clinique, non seulement ils seront compétents en termes de compétences, mais seront vraiment une autre personne. Lorsqu'on met en œuvre des programmes de simulation, on a appris que ce n'est pas juste moi et mes, compétences cliniques qui ont changé, c'est moi en tant que personne qui ai changé. Moi, je débriefe tous les jours, dans la vie de tous les jours et c'est une compétence qui me permet de résoudre toutes les complexités de la vie. Donc je pense que, c'est l'une des choses que nous devons fournir à nos étudiants pour, rendre leur parcours d'apprentissage très agréable. Vous avez partagé que le vôtre, était un peu différent, félicité, mais mais il faut mais on ne veut pas donner cette expérience à nos étudiants. Nous avons un impact fort sur les étudiants et les résultats cliniques, seront immenses par la suite. C'est très bien dit, oui et Bart, un dernier commentaire de votre part? Merci Asmita, d'avoir souligné ces aspects importants. Moi, je, trouve que c'est important pour les étudiants d'être soutenus. Le problème du mentorat, et j'ai bien vu beaucoup de commentaires dans la fin de discussion, il faudrait qu'il y ait plus de formation, pour la supervision des étudiants. Donc le soutien est vital pour toute personne intéressée à l'enseignement aux étudiants. Il faut avoir les bonnes connaissances, compétences, et il y a toujours cette question: «Est-ce que vous, heu, souhaiteriez que ce soit, cet étudiant qui prenne soin de vous quand vous êtes en train d'accoucher?» Donc il faut vraiment se poser toujours cette question. Il faut, mettre l'effort nécessaire, heu, dans cela. Il faut utiliser la technologie parce que, c'est un âge technologique dans lequel nous vivons, donc il faut aider la technologie à superviser, et également, pour renforcer le processus de retour. Oui, Bart, il faut utiliser la technologie, vous avez raison. Et dans la discussion, je pense qu'il y a des ressources qui ont été publiées par Shizato. Il y a, beaucoup de liens, vous allez les voir. Donc aujourd'hui, on a 3 points, qu'on souhaiterait que vous rappeliez. Donc il faut, avoir des stratégies d'enseignement qui engagent et qui soient innovantes et intégrer la technologie. Collaborer, encore une fois, avec beaucoup de parties prenantes. Hem, il faut vraiment qu'il y ait une pertinence mondiale dans l'éducation et que tous les pays, respectent ce standard et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hem, comme ça a été mentionné, pardon, c'est pas vraiment juste les compétences, c'est aussi l'attitude, le comportement, la façon dont on approche les femmes. On respecte ses collègues et c'était intéressant de voir, le respect que vous avez, reçu, hem, en étant, un homme, obstétricien. Hem Vous avez souligné cela, hem et nous avons besoin de plus d'hommes, obstétriciens.
Ça, c'est la conclusion. Donc merci Bruna. Je voulais vous rappeler qu'il y aura notre dernier, webinaire. C'est un peu triste d'ailleurs parce que c'était super d'être, ensemble toutes les, 2 semaines, mais la prochaine fois, nous avons, Fran de l'OMS, nous avons Peter A de l'UNFPA, beaucoup d'éducateurs, Gracie de la Tunisie et un invité secret. Je vous dis pas qui c'est. Venez à ce dernier webinaire le 10 octobre et nous vous remercions encore une fois pour votre attention, votre enthousiasme et le travail exceptionnel que vous faites dans le monde entier. Merci Bart, merci Asmita, Anna, Chisato, Bruna et nos merveilleux interprètes. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. Thank Merci à you. tous. Have a Oui, blessed day, evening. bonne soirée à vous tous. Thank you, everyone.